Le Cameroun trahit Paris, en secret. Pendant que Macron sourit aux cérémonies officielles, les tankers pétroliers camerounais changent de cap vers Moscou. Moscou et Pékin. Cette révélation explosive bouleverse la géopolitique africaine. Laissez un like si vous voulez connaître toute la vérité et abonnez-vous pour ne rien manquer des secrets que l'Élysée veut cacher. Le palais de l'Unité à Yaoundé dissimule un secret que Paris refuse d'admettre publiquement. Pendant que les diplomates français sourient aux cérémonies officielles, les tankers pétroliers camerounais changent silencieusement de cap, délaissant les raffineries européennes pour voguer vers des horizons orientaux. Cette réalité géopolitique bouleverse l'équilibre traditionnel des alliances franco-africaines. Le président Paul Biya, figure emblématique de la France-Afrique depuis 4 décennies, orchestre une mutation stratégique sans précédent. Les contrats pétroliers, signés dans l'ombre, redessinent la carte énergétique du continent. L'Élysée découvre, impuissant, que son précaré africain s'évapore comme une illusion coloniale. Cette transformation marque la fin d'une ère où Paris dictait les destinées énergétiques de ses anciennes colonies. Le Cameroun devient le symbole d'une Afrique qui choisit désormais ses partenaires selon ses intérêts propres. La France assiste, médusée, à l'effritement de son influence séculaire sur les ressources stratégiques africaines. Les champs pétrolifères camerounais recèlent des réserves estimées qui attisent les convoitises mondiales depuis leur découverte. La Société nationale des hydrocarbures contrôle officiellement l'exploitation de ces ressources précieuses sur le territoire national. Traditionnellement, les compagnies françaises bénéficiaient d'accès privilégié aux blocs d'exploration les plus prometteurs du bassin sédimentaire camerounais. Les accords paraphés dans le secret des ministères garantissaient à Total et consorts une position dominante incontestée. Mais le vent a tourné lorsque Moscou et Pékin ont frappé aux portes de Yaoundé avec des propositions alléchantes. Les Russes proposaient des transferts technologiques, des investissements massifs dans les infrastructures et surtout aucune leçon de gouvernance démocratique. Les Chinois offraient des financements sans conditionnalité politique, construisant routes, ponts et stades en contrepartie des contrats énergétiques. Face à ces offensives commerciales agressives, Paris ne disposait plus que de sa rhétorique postcoloniale usée jusqu'à la corde. Le pragmatisme économique l'emportait désormais sur les liens historiques franco-camerounais tissés depuis l'indépendance. Les salles de marché asiatiques célébraient chaque nouveau contrat comme une victoire sur l'hégémonie occidentale déclinante. Emmanuel Macron avait pourtant multiplié les visites de courtoisie, les promesses de partenariat renouvelées et les invitations somptueuses au sommet Afrique-France. Le président français pensait sincèrement pouvoir charmer Biya avec des discours sur la coopération d'égal à égal et la fin de la France-Afrique. Ces belles paroles se heurtèrent à la réalité froide des intérêts nationaux camerounais et des ambitions personnelles du pouvoir en place. Biya écoutait poliment, souriait diplomatiquement, puis signait discrètement des protocoles d'accord avec les émissaires russes et chinois venus négocier en catimini. Les services de renseignement français rapportaient ces tractations secrètes. Mais l'Élysée préférait fermer les yeux sur cette dérive prévisible. La fierté nationale française ne pouvait concevoir qu'un ancien protectorat ose ainsi diversifier ses alliances énergétiques sans autorisation tacite. Pourtant, les tankers quittaient Kribi et Douala avec des cargaisons destinées aux raffineries de Vladivostok et Shanghai. Les douanes camerounaises enregistraient ces exportations dans l'indifférence générale, tandis que les médias français gardaient un silence complice. La vérité devenait trop embarrassante pour être exposée au grand jour devant l'opinion publique hexagonale. Le mythe de l'influence française éternelle en Afrique s'effondrait progressivement sous le poids des réalités économiques contemporaines. Les implications stratégiques de ce basculement dépassent largement le cadre bilatéral franco-camerounais pour toucher l'ensemble de l'architecture sécuritaire européenne. Chaque baril de pétrole camerounais acheminé vers la Russie renforce la capacité financière de Moscou à poursuivre ses ambitions géopolitiques contestées. Les revenus pétroliers alimentent directement ou indirectement les budgets militaires,
et les opérations de déstabilisation menées par le Kremlin sur divers théâtres. La Chine, quant à elle, sécurise ses approvisionnements énergétiques tout en étendant son emprise économique sur les économies africaines vulnérables. Pékin transforme progressivement le continent en un vassal commercial dépendant de ses investissements infrastructurels massifs et de ses prêts généreux. Le Cameroun illustre parfaitement cette stratégie du piège de la dette, où les ressources naturelles servent de garantie aux emprunts colossaux. Les infrastructures construites par les entreprises chinoises bénéficient prioritairement au flux d'exportation des matières premières vers l'empire du milieu. Cette colonisation économique moderne opère sans occupation militaire visible, mais avec une efficacité redoutable comparable aux empires classiques. L'Europe observe, impuissante, cette redistribution des cartes énergétiques mondiales qui menace sa sécurité d'approvisionnement à long terme. Les chancelleries occidentales multiplient les notes diplomatiques et les avertissements qui tombent dans l'oreille chez de dirigeants africains, là des sermons moralisateurs. La population camerounaise demeure largement ignorante de ces tractations qui hypothèquent pourtant son avenir économique et son indépendance réelle. Les médias nationaux, sous contrôle étroit du régime, relaient uniquement la propagande officielle, célébrant les partenariats mutuellement bénéfiques avec tous. Les journalistes indépendants qui tentaient d'investiguer sur ces contrats opaques se heurtent à l'intimidation. La censure ou pire encore. La transparence dans le secteur extractif reste un concept théorique dans un pays classé parmi les plus corrompus du continent. Les revenus pétroliers disparaissent dans les méandres de comptes offshore et de sociétés écrans avant de profiter au développement national. Pendant ce temps, les infrastructures publiques se délabrent, les hôpitaux manquent de médicaments et les écoles de manuels scolaires. Le paradoxe d'un pays exportateur de pétrole où la population vit majoritairement sous le seuil de pauvreté interpelle les observateurs internationaux. Mais cette malédiction des ressources naturelles africaines constitue un phénomène récurrent que les nouvelles alliances sino-russes ne viennent qu'aggraver. Les populations africaines paient le prix fort d'une souveraineté énergétique détournée au profit d'élites corrompues et de puissances étrangères prédatrices. Les analystes géopolitiques scrutent attentivement cette évolution camerounaise comme un laboratoire des futurs rapports de force mondiaux en matière énergétique. Le basculement progressif des anciennes zones d'influence occidentale vers les nouvelles puissances orientales redéfinit l'ordre international établi depuis la décolonisation. Les pays africains riches en ressources naturelles disposent désormais d'alternatives crédibles aux partenaires traditionnels européens et américains jugés trop exigeants. Cette multipolarité énergétique offre théoriquement plus de marge de manœuvre aux États africains pour négocier des conditions plus avantageuses. Mais la réalité démontre que remplacer une dépendance par une autre ne garantit nullement l'émancipation économique véritable des nations concernées. Les nouveaux maîtres chinois et russes se révèlent souvent aussi rapaces que les anciens colons européens dans l'extraction des richesses africaines. Les salles feutrées des ministères camerounais abritent des négociations qui échappent totalement au contrôle parlementaire et à la vigilance des citoyens ordinaires. Les émissaires chinois arrivent avec des mallettes diplomatiques remplies de propositions alléchantes, combinant prêts infrastructurels et accords énergétiques à long terme. Les représentants des compagnies pétrolières russes suivent de près, proposant des partenariats techniques et des investissements dans l'exploration de nouveaux gisements offshore prometteurs. Ces négociateurs aguerris connaissent parfaitement les failles du système camerounais et les appétits des décideurs qui contrôlent l'accès aux ressources nationales. Les pots de vin circulent discrètement sous forme de commissions généreuses, versées sur des comptes bancaires, numérotés dans des paradis fiscaux complaisants. Cette corruption institutionnalisée huile les rouages d'un système où l'intérêt national passe systématiquement après l'enrichissement personnel des élites dirigeantes. Les contrats, finalement signés, contiennent des clauses léonines qui hypothèquent les revenus pétroliers futurs du Cameroun pour plusieurs décennies. Les conditions financières demeurent secrètes, protégées par des accords de confidentialité qui violent ouvertement les principes de transparence démocratique élémentaires.
Les organisations de la société civile camerounaise qui réclament la publication de ces contrats se heurtent au mutisme obstiné des autorités. Les quelques documents ayant fuité révèlent des arrangements défavorables où le Cameroun abandonne sa souveraineté énergétique contre des financements immédiats aux conditions obscures. Les entreprises chinoises qui remportent les contrats pétroliers camerounais appartiennent souvent à la nébuleuse des compagnies d'État, contrôlées directement par Pékin. Ces géants énergétiques disposent de moyens financiers colossaux et d'une capacité d'investissement que les compagnies occidentales ne peuvent égaler sans rentabilité immédiate. La stratégie chinoise privilégie le long terme et l'accès sécurisé aux ressources plutôt que les profits trimestriels qui obsèdent les actionnaires occidentaux. Cette approche patiente séduit les dirigeants africains qui apprécient que les investissements visibles dans les infrastructures publiques accompagnant les contrats énergétiques. Les Chinois construisent effectivement des routes, des ports et des chemins de fer qui facilitent l'exploitation et l'exportation des ressources naturelles. Mais ces infrastructures bénéficient prioritairement à l'extractivisme intensif plutôt qu'au développement économique endogène des pays africains concernés. Les entreprises de construction chinoises importent massivement leur main-d'œuvre, limitant les retombées économiques locales et les transferts de compétences promis. Les matériaux et équipements proviennent également de Chine, transformant ces projets infrastructurels en débouchés pour l'industrie manufacturière chinoise excédentaire. Le Cameroun se retrouve ainsi doublement perdant, cédant son pétrole à vil prix, tout en s'endettant pour des infrastructures qui servent principalement les intérêts commerciaux chinois. Les générations futures de Camerounais devront rembourser ces dettes pharaoniques pendant que les ressources naturelles s'épuisent inexorablement. Les compagnies pétrolières russes opèrent selon une logique légèrement différente, mais tout aussi prédatrice dans leur approche des marchés énergétiques africains. Moscou privilégie les partenariats stratégiques dans les secteurs sensibles comme la défense et la sécurité pour accompagner ses ambitions économiques pétrolières. Les contrats russes incluent souvent des clauses d'assistance militaire, de formation des forces de sécurité et de fourniture d'armements sophistiqués. Cette approche globale séduit les régimes autoritaires africains confrontés à des menaces sécuritaires intérieures et aux pressions démocratiques occidentales jugées déstabilisatrices. Le Kremlin propose une alternative sans conditionnalité politique embarrassante où la souveraineté nationale est respectée, du moins officiellement et rhétoriquement. Les mercenaires russes apparaissent discrètement pour sécuriser les sites d'extraction pétrolière contre les menaces terroristes ou les mouvements rebelles locaux. Cette présence militaire privatisée échappe au radar des médias internationaux et aux contrôles parlementaires nationaux déjà inexistants dans la pratique. Les revenus pétroliers camerounais finissent ainsi partiellement par financer la machine de guerre russe via les sociétés écrans interconnectées. Le pétrole extrait par les compagnies russes alimente directement les raffineries sibériennes ou est revendu sur les marchés internationaux avec une marge bénéficiaire conséquente. Le Cameroun ne conserve qu'une part minime des profits générés par l'exploitation de ses propres ressources naturelles non renouvelables. L'opacité contractuelle constitue la norme absolue dans l'industrie pétrolière camerounaise, où la transparence reste un concept purement théorique, sans application concrète. Les contrats signés avec les entreprises chinoises et russes ne sont jamais publiés officiellement ni soumis au débat parlementaire national. Les députés camerounais eux-mêmes ignorent le contenu précis des accords qui engagent pourtant l'avenir énergétique de leur pays. Cette culture du secret permet toutes les malversations et garantit l'impunité des élites corrompues qui négocient ces arrangements à leur profit personnel. Les organisations internationales de lutte contre la corruption dénoncent régulièrement ces pratiques opaques sans jamais obtenir de changements significatifs. L'architecture sécuritaire mondiale vacille dangereusement sous l'effet des bouleversements énergétiques africains qui redessinent les alliances stratégiques traditionnelles établies depuis la guerre froide. Les puissances occidentales découvrent avec effroi que leur supériorité militaire technologique
ne garantit plus automatiquement l'accès privilégié aux ressources naturelles africaines convoitées. La Chine et la Russie déploient une stratégie d'influence multidimensionnelle combinant diplomatie économique agressive, coopération militaire ciblée et propagande médiatique sophistiquée. Cette offensive tous azimuts bouleverse les équilibres régionaux africains et complique considérablement les calculs stratégiques des chancelleries européennes et américaines désorientées. Le Cameroun représente un cas d'école de cette compétition féroce où s'affrontent désormais 3 modèles de relations internationales radicalement différents. Le modèle occidental prône officiellement démocratie, droits humains et bonne gouvernance, tout en maintenant des pratiques néocoloniales à peine dissimulées. Le modèle chinois propose un développement économique pragmatique sans conditionnalité politique, mais avec une dépendance financière croissante aux prêts et investissements massifs. Le modèle russe mise sur les liens sécuritaires, la fourniture d'armements et le soutien militaire au régime contesté en échange de contrats énergétiques. Les dirigeants africains naviguent habilement entre ces 3 options pour maximiser leurs gains personnels sans se préoccuper véritablement de l'intérêt national. Les conséquences pour la sécurité énergétique européenne dépassent largement le simple enjeu du pétrole camerounais et concernent l'ensemble de l'approvisionnement continental futur. Chaque baril africain détourné vers la Chine ou la Russie réduit d'autant les volumes disponibles pour les raffineries européennes dépendantes des importations extérieures. La diversification des sources d'approvisionnement énergétique constitue un impératif stratégique vital pour l'Union européenne, confrontée aux menaces de rupture d'approvisionnement. Mais la diplomatie européenne peine à rivaliser avec l'agressivité commerciale chinoise et le cynisme transactionnel russe qui séduisent les autocrates africains. Les valeurs démocratiques et les standards environnementaux européens apparaissent comme des obstacles insurmontables face à la flexibilité morale des concurrents orientaux. Les entreprises européennes perdent ou quittent progressivement pied sur des marchés africains autrefois dominés par les anciennes puissances coloniales françaises et britanniques. Cette évolution historique majeure menace directement la prospérité économique européenne, fondée partiellement sur l'accès privilégié aux ressources naturelles africaines bon marché. Les stratèges militaires européens s'inquiètent également de l'expansion de l'influence russe via les sociétés militaires privées qui déstabilisent des régions entières. La présence chinoise massive dans les infrastructures portuaires et télécommunications africaines pose des questions sécuritaires sensibles en cas de conflit futur. L'Europe assiste, impuissante, à l'effritement de son influence séculaire sur un continent considéré comme son arrière-cour naturel depuis la colonisation. Les États-Unis observent avec inquiétude cette pénétration sino-russe en Afrique qui conteste directement leur hégémonie mondiale déclinante sur le continent. Washington multiplie les initiatives comme Prosper Africa pour contrer l'offensive économique chinoise, jugée prédatrice et contraire aux intérêts occidentaux communs. Mais les investissements américains en Afrique demeurent modestes comparés aux sommes colossales déployées par Pékin dans les infrastructures et l'énergie. Les entreprises américaines privilégient les secteurs technologiques et financiers rentables plutôt que les projets infrastructurels lourds à faible marge bénéficiaire immédiate. Cette approche capitaliste classique se révèle inadaptée face à la stratégie d'État chinoise, qui accepte des pertes initiales pour des gains géopolitiques futurs. Le Pentagone s'alarme de l'installation de bases militaires chinoises en Afrique orientale qui menacent les routes maritimes stratégiques et projette la puissance navale chinoise. Les commandements militaires américains en Afrique peinent à maintenir leur réseau de bases et d'alliances face à la concurrence russe dans le domaine sécuritaire. Les mercenaires russes remplacent progressivement les conseillers militaires occidentaux auprès de nombreux régimes africains autoritaires, préférant la discrétion russe aux exigences américaines. Cette redistribution des cartes militaires africaines complique dangereusement les calculs stratégiques du Pentagone, habitué à une domination incontestée depuis la fin de la guerre froide. L'Afrique redevient un terrain d'affrontement entre grandes puissances
comme durant les pires heures de la confrontation Est-Ouest du XXe siècle. Les organisations internationales, comme les Nations Unies, assistent à la paralysie de leur mécanisme de gouvernance mondiale face à cette compétition exacerbée. Le Conseil de sécurité reste bloqué par les vétos croisés des membres permanents qui défendent leurs intérêts divergents sur le continent africain. La Chine et la Russie protègent systématiquement leurs alliés africains des résolutions condamnant violation des droits humains et pratiques autoritaires répressives. Les puissances occidentales se trouvent ainsi privées des outils diplomatiques traditionnels pour influencer les comportements des régimes africains corrompus. Cette impasse institutionnelle encourage l'impunité des dirigeants africains qui peuvent compter sur le soutien indéfectible de Pékin et Moscou, quelles que soient leurs dérives. Les mécanismes de sanctions internationales perdent toute efficacité lorsque les deux géants orientaux offrent des alternatives économiques, compensant largement les restrictions occidentales. Le multilatéralisme onusien s'effondre progressivement sous les coups de boutoir des rivalités de puissance qui instrumentalisent les institutions internationales à leurs fins propres. Les populations africaines perdent le prix fort de cette paralysie internationale qui laisse prospérer dictature, corruption et violation massive des droits fondamentaux. Les rêves panafricains d'émancipation et de développement endogène se fracassent sur la réalité brutale des appétits néocoloniaux déguisés en partenariats mutuellement bénéfiques. La course aux ressources africaines s'intensifie à mesure que la transition énergétique mondiale exige des quantités croissantes de minerais critiques pour les technologies vertes. Le cobalt, le lithium, les terres rares et autres métaux stratégiques abondent dans le sous-sol africain insuffisamment exploré et largement sous-exploité. Les compagnies minières chinoises ont pris une avance considérable dans le contrôle de ces ressources essentielles aux batteries électriques et panneaux solaires. Pékin mène une stratégie intégrée verticalement depuis l'extraction minière africaine jusqu'à la fabrication des produits finaux en passant par le raffinage. Cette domination chinoise sur les chaînes de valeur des technologies vertes inquiète légitimement les stratèges occidentaux qui réalisent tardivement leur dépendance dangereuse. L'Union européenne tente désespérément de diversifier ses approvisionnements en minerais critiques, mais se heurte au contrôle chinois déjà établi sur les principaux gisements. Les discours enflammés sur la souveraineté énergétique africaine résonnent régulièrement dans les sommets internationaux, sans jamais se concrétiser dans des politiques cohérentes. Les dirigeants africains invoquent rituellement l'indépendance économique et la valorisation locale des ressources naturelles, tout en signant des contrats léonins avec des multinationales. Cette schizophrénie politique révèle l'écart abyssal entre les déclarations publiques destinées aux populations et les pratiques réelles dictées par les intérêts personnels. La véritable souveraineté énergétique impliquerait de développer des capacités nationales de raffinage, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures extraits. Mais ces investissements industriels lourds nécessitent des financements massifs, des compétences techniques avancées et une vision stratégique de long terme. Les régimes africains corrompus préfèrent exporter le pétrole brut qui génère des revenus immédiats, facilement détournables, plutôt que d'investir dans l'industrialisation. Les raffineries existantes fonctionnent souvent en sous-capacité chronique, faute de maintenance adéquate et de gestion compétente des infrastructures vieillissantes. Le paradoxe veut que des pays exportateurs de pétrole importent ensuite des produits raffinés à prix d'or pour satisfaire leur consommation intérieure. Cette absurdité économique enrichit les traders internationaux et les compagnies pétrolières étrangères au détriment des populations locales appauvries. Les tentatives sporadiques de créer des champions nationaux pétroliers butent sur l'incompétence managériale, la corruption endémique et le sabotage des intérêts étrangers menacés. Les exemples rares de pays africains ayant réussi à développer une industrie pétrolière nationale forte demeurent l'exception, confirmant la règle générale. La Libye sous Kadhafi avait nationalisé son pétrole et utilisé les revenus pour développer le pays
avant d'être détruite par l'intervention occidentale. L'Algérie maintient un contrôle relatif sur ses hydrocarbures via Sonatrach, malgré les pressions constantes pour une ouverture libérale du secteur. Le Nigeria, avec sa compagnie nationale NNPC, illustre tragiquement l'échec d'une gestion publique gangrenée par une corruption atteignant des sommets records. L'Angola tente de diversifier son économie pétrolière, mais reste prisonnier de la dépendance aux revenus des hydrocarbures exportés bruts. Ces trajectoires contrastées démontrent que les ressources naturelles abondantes ne garantissent nullement le développement économique ni la souveraineté réelle. Le facteur déterminant demeure la qualité des institutions politiques, la compétence des élites dirigeantes et la volonté authentique de servir l'intérêt national. Ces conditions restent dramatiquement absentes dans la majorité des pays africains où règne népotisme, clientélisme et prédation systématique des ressources. Le Cameroun ne fait malheureusement pas exception à cette règle, avec une compagnie nationale pétrolière largement inefficace et une gouvernance catastrophique. Les partenariats avec les Chinois et les Russes ne changeront fondamentalement rien à cette réalité structurelle de l'incapacité africaine à valoriser souverainement ses richesses. Remplacer une dépendance occidentale par une servitude orientale n'apporte aucune émancipation véritable aux peuples africains spoliés. La transition énergétique mondiale vers les renouvelables pourrait paradoxalement aggraver encore la situation des pays africains exportateurs d'hydrocarbures fossiles. La demande mondiale de pétrole devrait atteindre son pic, puis décliner progressivement à mesure que l'électrification des transports s'accélère. Les pays pétroliers africains disposent d'une fenêtre temporelle limitée pour exploiter leurs réserves avant que les cours ne s'effondrent définitivement. Cette urgence pousse à une exploitation intensive, sans considération environnementale ni planification stratégique de l'après-pétrole inévitable. Les revenus actuels devraient impérativement financer la diversification économique et les investissements massifs dans les énergies renouvelables abondantes en Afrique. Mais les élites myopes continuent de dilapider ces ressources. Fini dans la consommation ostentatoire et les détournements massifs vers l'étranger. L'Afrique risque ainsi de manquer doublement le train du développement en gaspillant ses ressources fossiles sans préparer la transition énergétique. Le continent dispose pourtant d'avantages comparatifs immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique largement inexploités, faute de vision et d'investissement. Les technologies renouvelables permettraient une électrification décentralisée, bénéficiant aux populations rurales aujourd'hui privées d'accès à l'énergie moderne. Mais les lobbies pétroliers internationaux et les élites corrompues bloquent ces alternatives qui menaceraient leur rente confortable établie. Cette résistance au changement condamne les générations futures africaines à subir les conséquences du changement climatique sans avoir bénéficié des revenus fossiles. Les mouvements de la société civile africaine qui luttent pour la transparence et la justice énergétique se heurtent à une répression implacable. Les militants qui dénoncent la corruption pétrolière, les désastres environnementaux et les contrats inéquitables risquent emprisonnement, torture et assassinat. Les organisations internationales de défense des droits humains documentent ces violations systématiques sans pouvoir protéger efficacement les défenseurs africains menacés. Merci pour vos commentaires qui enrichissent ce débat crucial. Si cette investigation vous a ouvert les yeux sur les vraies manœuvres géopolitiques en Afrique, laissez un like massif. Et voici le choc final. Ce pétrole camerounais finance directement les opérations militaires russes que l'Europe combat. Restez connectés pour la prochaine révélation explosive.